D'entrée de jeu, je vais les lancer sur une question quand même difficile. Est-ce que la médecine est encore au service du bien public aujourd'hui? Marie-Claude. Bonne question, à laquelle il n'y a évidemment pas de réponse simple. Est-ce que la médecine est au service du bien public? De moins en moins. Je dis de moins en moins. On a eu une courte période dans l'histoire, du moins je vais parler pour le Québec, où on a essayé de mettre la médecine au service du bien commun, avec la mise en place d'un système public de santé. On se rappelle en 1970, où on avait des grandes aspirations d'offrir des soins à l'ensemble de la population sur l'ensemble du territoire, de façon égalitaire, gratuite, accessible, des soins de qualité, etc. Bon, est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est ça notre objectif? Avec les gouvernements qui sont succédés depuis les années 80, puis probablement qu'on pourrait remonter même aux années 70, de moins en moins, on est de moins en moins au service de la population, au service du bien commun. Comment ça se manifeste? Évidemment, il y a eu différentes attaques au système public de santé, comme on voit toutes les attaques aujourd'hui avec l'austérité au service public, où on coupe dans les services offerts, on coupe dans le panier de services, on réduit les services offerts, on permet des pratiques, par exemple, de facturation illégale de frais accessoires. On voit une augmentation importante du nombre de médecins qui quittent vers le privé, donc des médecins qui n'offrent plus de services gratuits et accessibles à l'ensemble de la population. On parle de médecins qui acceptent que les seuls patients qu'ils traiteront seront des patients qui auront l'argent pour payer leurs services. Donc, on voit tout ça qui se développe de plus en plus. Donc, pour vous, ça s'érode, finalement. Ça s'effrite à très grande vitesse. Et tout le monde, vous le dire, tout le monde qui travaille dans le système de santé, à tout niveau, va vous le dire. On voit une diminution claire de la qualité des services et des soins offerts à l'ensemble de la population et de l'accessibilité de ces soins-là. Et pour vous, Marc Zaffran, vous allez même plus loin, notamment dans votre livre, mais aussi dans l'article que vous signez dans Liberté. Vous dites que le corps médical contribue à perpétuer les inégalités. Vous qualifiez même les médecins de pompiers pyromanes. J'étais content de trouver cette expression parce que, en fait, ce que vous dites, c'est très juste. Il y a eu une période où on pouvait penser qu'effectivement, les systèmes de santé et les professionnels de santé étaient voués à délivrer des soins à la population. Et je pense que ça, c'est juste l'après-Seconde Guerre mondiale, tout simplement parce que ça avait déjà été quelque chose qui était nécessaire pour s'occuper tout simplement des blessés de la guerre. C'est-à-dire que quand des gens allaient à la guerre et se faisaient tirer dessus, les chirurgiens, ils réparaient tout le monde. Ils ne regardaient pas si c'était blanc, si c'était noir, si c'était ceci ou pas. Ils réparaient tout le monde. Et il y avait une aspiration, il y a eu tellement de manque pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il y avait une aspiration précisément à offrir des choses qui avaient été produites par la guerre, des technologies qui avaient été produites par la guerre, de la chirurgie, les antibiotiques, etc. C'était avant que la santé devenant comment dirais-je, une exigence de la population et une exigence reconnue par les États, en particulier les États développés, c'était avant qu'un certain nombre de gens se rendent compte que pour délivrer des soins de santé, il faut des produits. Et qui se soit dit, on va fabriquer des produits de santé. Alors, il y avait les pharmaceutiques, mais il y a aussi des gens qui fabriquent du matériel, il y a des gens qui fabriquent de l'imagerie, il y a des gens Et aujourd'hui, le problème provient en grande partie du fait que la médecine, la santé, c'est un marché. Il y a des choses à vendre. Et pour vous, le médecin participe à ce marché et il devrait avoir une réflexion sur sa participation. Alors, après, effectivement, les professionnels de santé eux-mêmes, le micro, il ne marche plus, j'ai peur. L'entendez-vous bien? Non, je crois que le micro ne marche pas. Le micro ne marche pas. Je vais vous emprunter le vôtre. Non, celui-là, il ne marche pas non plus. Oui, il marche bien. Si? Ah bon. Donc, le problème, c'est que les premiers fournisseurs de soins, les professionnels de santé et dans la hiérarchie, les premiers, c'est les médecins, sont de plus en plus intéressés, ou ont de plus en plus, on va dire, de conflits d'intérêts par rapport à la délivrance des soins, parce qu'ils sont de plus en plus intéressés aux revenus qui sont liés aux produits. On le voit très bien dans
on le voit très bien dans les médicaments, si l'industrie pharmaceutique a pu se développer de façon aussi considérable, c'est parce qu'elle utilise un très grand nombre de médecins comme relais, soit comme relais d'information, c'est-à-dire qu'on a des grands prescripteurs qui vont aller dire à leurs confrères « moi je suis un grand professeur, j'utilise tel produit, utilisez-le aussi », ou bien alors on va les utiliser même comme testeurs. L'une des choses contre lesquelles on luttait dans la revue où j'étais rédacteur en France dans les années 80, la revue Prescrire, qui était une revue qui était critique par rapport aux médicaments, une des choses contre lesquelles on luttait, c'était en particulier toutes les manœuvres par lesquelles les visiteurs des industriels allaient proposer aux médecins de tester les médicaments sur les patients en échange de cadeaux, en échange d'argent, etc. En disant vous allez nous remplir 25 dossiers avec des patients à qui vous allez donner un antihypertenseur, vous allez faire progresser la recherche. Non, en fait, ce qui faisait progresser, c'est la prescription du médecin, parce que plus un médecin prescrit le même produit, et puis il a tendance à prescrire le même produit. Il s'attache au produit. Et pour vous, Marc-Claude, est-ce que le médecin peut participer justement à la création de maladies d'une certaine manière? Est-ce que sa position est délicate, donc, quand on dit un pompier pyromane, donc de créer soit des inégalités ou de la maladie ou de participer à un système qui est injuste? Absolument. Évidemment, je pense que mon micro ne fonctionne pas. Non, ils fonctionnent tous, il faut juste être un petit peu. Ils fonctionnent, OK. Donc, absolument, je pense que le médecin... évidemment, le médecin fait partie d'une société. Il ne faut jamais l'oublier. On ne peut jamais l'extraire de la société dans laquelle il vit, puis extraire la relation qu'il a avec le patient du reste de la société. Donc, d'où l'importance, à mon avis, surtout quand on parle, par exemple, d'éthique du médecin, de toujours appliquer ça dans le contexte d'une compréhension plus globale du monde dans lequel on vit. Alors, on vit dans une société capitaliste, on vit dans une société qui fonctionne grâce aux inégalités sociales. On vit dans une société, j'ai pas besoin là, de m'étendre là-dessus, mais qui met de l'avant un productivisme, un consumérisme, des valeurs d'individualisme, etc. Et tout ça a des conséquences sur la santé des gens. La majorité des problèmes de santé que l'on traite, des problèmes de santé, des maladies, etc., ont des causes sociales, économiques, environnementales. Donc, ce ne serait pas notre bagage génétique? Je ne pense pas, non. Sauf exception. Il intervient aussi. Sauf pour de très rares exceptions. Mais oui, il peut intervenir, mais je pense que les facteurs les plus importants sont socio-économiques, environnementaux. Ceci dit, le médecin, dans cette société-là, a une place particulière, donc il ne faut pas l'oublier. Lui doit en être conscient et il occupe une place évidemment privilégiée. Il fait partie d'une certaine classe sociale qui a des privilèges. Et on a une société où, dans l'ensemble de cette société, il y a des inégalités au niveau de qui détient le savoir, qui détient le pouvoir, qui détient le capital politique, culturel, économique, etc. Et le médecin fait partie de cette classe-là. Donc, nécessairement, il peut agir, du moins probablement pas tous et toutes, si on les prend un par un, mais agir comme reproducteur d'inégalités. Certainement, s'il ne remet pas en question cette société-là, et si, en plus, M. Zafran parlait de l'influence de l'industrie pharmaceutique, par exemple, si on prend cet exemple-là, plus souvent qu'autrement, oui, avec l'influence de l'industrie sur toutes les études sur lesquelles on se base pour traiter les patients, d'une façon, oui, je peux absolument nuire et augmenter les problèmes de santé des gens. Et je participe à ce qu'on appelle un phénomène qui est bien connu, qui est la médicalisation du social, la médicalisation de la vie, la normalisation de la vie. Donc, si... par exemple, oui, par exemple, en santé mentale, on va parler de TDAH lors de la prochaine conférence. Donc, évidemment, si je médicamente tous les enfants que je vois parce que c'est plus simple, parce que c'est ce que la société me dit, parce que c'est ce que l'industrie pharmaceutique me dit, je participe à la médicalisation de la vie. Et je participe à l'écrasement de toute possibilité d'émancipation. Donc, je pense que comme médecin, c'est extrêmement important d'être conscient de tout ça pour pouvoir changer ce rapport-là le plus possible. Donc, à la fois dans la société, mais à la fois dans la relation qu'on a avec le patient, et toujours privilégier un devenir émancipateur avec nos patients plutôt qu'un traitement qui écrase puis qui médicalise. Est-ce que, Marc, dans votre
carrière médicale ou avant, il y a un événement qui vous a fait prendre conscience de ce privilège peut-être indu de la position du médecin? Moi, c'est un élément autobiographique, c'est que contrairement à beaucoup de mes camarades quand j'ai fait mes études de médecine, moi je venais pas d'une famille de médecins. Mon père était médecin, mais c'était le premier. Et il était médecin parce que son père était mort au Champ d'honneur en 1915. Il avait donc été boursier, pupille de la nation, comme on dit. Il avait été boursier, il avait pu faire des études de médecine. Si son père n'était pas mort, il n'aurait pas fait d'études de médecine et j'aurais probablement pas fait d'études de médecine. Parce que la famille n'en avait pas les moyens. Voilà, la famille n'en avait pas les moyens. Donc il y avait un facteur qui était un facteur autobiographique. Et évidemment, comme il était issu d'un milieu modeste, il a soigné pendant très longtemps, et même d'ailleurs la majeure partie de sa vie, il a soigné des gens d'origine modeste parce qu'il soignait les siens. Et ça, c'est quelque chose sur quoi qui me paraît très important, c'est que quand on forme un professionnel de santé, on forme un être humain, et tous les êtres humains ont une certaine aptitude à l'empathie, qui est variable d'ailleurs d'un être humain à un autre, et qui peut se mesurer. Maintenant, on sait mesurer l'empathie d'un enfant de 2 ans dans une cour de récréation. Il y a des enfants qui n'ont pas d'empathie. Ça, on peut l'observer, les psychologues le voient. On devrait donc pouvoir mesurer l'empathie des candidats en médecine parce qu'à mon avis, on ne peut pas être médecin si on n'a pas d'empathie. Parce que si on est médecin et qu'on n'a pas d'empathie, on ne va pas faire de soins. On va juste soigner sa carrière, comme dit un de mes personnages. Alors, il y a ça, d'abord, cette aptitude à l'empathie. L'autre chose, c'est que ça, c'est un phénomène qui est un phénomène général qui est construit dans notre psychologie depuis des centaines de milliers d'années. Nous avons tendance à attribuer notre altruisme de façon préférentielle en fonction de la proximité génétique des gens dont nous nous occupons. C'est-à-dire qu'on va s'occuper plutôt de sa famille, ensuite de son cercle élargi, ensuite des étrangers. Et un médecin va toujours avoir tendance à faire ça parce que c'est un être humain comme les autres. Et en particulier, d'abord il va s'occuper de sa famille, mais ensuite il va s'occuper des gens qui ressemblent au milieu dont il est issu. Tout simplement parce qu'il a appris à les connaître et à les apprécier pour ce qu'ils sont. Je pense que si mon père soignait des gens qui venaient d'un milieu modeste, c'est parce qu'il soignait les gens qui étaient le plus proches de lui psychologiquement. C'était pas un choix moral. Pour moi, c'est devenu un choix moral. Parce que moi, je faisais partie d'un milieu qui s'était embourgeoisé. Donc là, il a fallu que je me dise, est-ce que je soigne les gens qui me ressemblent ou est-ce qu'il faut que je soigne tout le monde de la même manière? Et ça, c'est quelque chose également qui n'est jamais pris en compte, en tout cas jamais explicité de façon fine aux étudiants en médecine, c'est qu'ils ont des préférences. Et ils ont des préférences et donc des conflits d'intérêts, d'abord ma famille et mon environnement, ensuite les gens qui me ressemblent et ensuite les autres, qui vont conditionner précisément la façon dont ils sont eux-mêmes influencés par les gens qui ont quelque chose à vendre. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il est bien évident que si vous avez... Alors, je terminerai là-dessus pour ce point-là. Il y a aussi un levier qui est un levier extrêmement important, à la fois dans le comportement des médecins et dans la manière dont on les influence et dont on leur fait prescrire un certain nombre de choses, dont on leur fait participer à un certain nombre d'actions, c'est la peur. Le levier numéro 1, c'est la peur. Si on veut soigner quelqu'un, c'est parce qu'on a peur qu'il soit malade. Et a fortiori, on va vouloir soigner quelqu'un qui nous est proche parce qu'on a peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'il meure, etc. Mais on soigne aussi parce qu'on a peur pour soi. On a peur pour son image, on a peur pour sa réputation. Les poursuites, on a peur... etc. Oui, mais à mon avis, les poursuites, c'est encore autre chose. Je veux dire, ça, c'est... Quand on regarde la proportion de poursuites, par exemple, qu'il y a au Canada ou même qu'il y a en France par rapport aux États-Unis, ça n'a rien à voir. C'est juste pas ça. La plupart du temps, en particulier les étudiants en médecine, quand ils sont en fac de médecine, ils ont peur pour leur image. Ils ont peur pour la façon dont ils sont reconnus par leur père ou par leur maître. Ils ont peur pour l'image qu'ils donnent aux patients. Ils ont peur, etc. Ce n'est pas une question de poursuite qui les occupe, parce que ce serait une rationalisation. Ils ont des peurs qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus intimes. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles on réfléchit, à mon avis, pas assez.
parce que ça conditionne beaucoup le comportement des individus, des médecins comme des autres d'ailleurs. Justement, Marie-Claude, vous enseignez aux futurs médecins les questions d'éthique. Est-ce que votre premier rôle, ou comment ça se manifeste, est-ce que votre premier rôle est peut-être de d'abord leur faire prendre conscience de leur position privilégiée, de l'injustice qu'il y a dans le système de santé? Comment vous manœuvrez avec les étudiants? Donc, évidemment, quand le cours d'éthique est monté par la faculté, il faut bien s'entendre. Donc, à la base, il a un fil conducteur. Oui, et évidemment, ce qu'on leur apprend, et c'est là où moi, je reste sur ma faim, on leur apprend ce dont vous parlez dans votre livre, entre autres, tous les principes de bioéthique dans la relation patient-médecin. Donc, les principes de bioéthique sont les plus importants. C'est un principe d'autonomie, donc le respect de l'autonomie du patient. On a une personne face à nous qui réfléchit, qui est apte à prendre des décisions, le consentement éclairé, etc. Ensuite, le principe de bienfaisance, donc on veut bien faire, soigner le patient. Le principe de non-malfaisance. Donc, d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire. Et enfin, le principe de justice. Et ces principes-là, moi, où je restais sur ma faim, et je me souviens très bien comme étudiante, je restais sur ma faim parce qu'on nous les enseignait comme si on disait, quand vous voyez un patient, il faut appliquer ces principes-là. Alors que, dans l'ensemble de la société, ces principes-là ne sont pas respectés. Est-ce qu'on respecte l'autonomie des gens? On est dans une société où on vote une fois aux 4 ans, où quand on a un ministre, par exemple, pour prendre l'exemple du ministre de la Santé, qui prend des décisions de façon unilatérale, et malgré le fait que 90% des gens qui travaillent dans le réseau, des acteurs qui sont impliqués, lui disent « je vous en supplie, ne faites pas ça », il le fait quand même. Donc, on respecte pas, le principe d'autonomie n'est pas respecté dans la majeure partie de la société. Le principe de justice, encore moins. On est dans une société, comme je le disais, qui carbure aux inégalités. Donc, on leur dit, il faut que vous appliquiez, vous, ces principes-là. D'un point de vue individuel. D'un point de vue individuel. Alors, il ne faut pas se surprendre que comme vous le dites, Marc Safran, dans vos livres, dans vos écrits, que la majorité, je dis la majorité, je ne suis pas capable de dire combien, mais que plusieurs médecins que le corps médical, qu'une grande partie du corps médical ne respecte pas ces principes-là. Parce qu'ils ne sont pas intégrés, ils vivent dans la société. Exactement. Une société qui ne les a pas intégrés. Cette société-là nous apprend ça, nous apprend à ne pas vivre dans un monde juste, avec l'empathie. Est-ce que, oui, on apprend des formes d'empathie à l'école, à la garderie, etc., et tant mieux, il y a une chance que ça existe. Puis, mais c'est pas, la société capitaliste n'est pas une société empathique, au contraire. Donc, moi, ce que j'essaie de faire quand j'enseigne l'éthique aux étudiants, c'est de le mettre en contexte et de dire, par exemple, le principe de justice, qu'est-ce que ça veut dire profondément? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut traiter tout le monde de la même façon, avec les mêmes soins, avec la même qualité de soins et avec les mêmes considérations. Mais ça, c'est pas ça qui se passe dans la réalité. Donc, j'ai beau, moi, apprendre ça dans un cours théorique d'éthique. Quand vous dites c'est pas ça qui se passe dans la réalité, avez-vous un exemple? Bien, oui, on voit, là, il y a tout plein d'entraves ou de problèmes pour ce qui est de l'accessibilité. On sait très bien qu'il y a une partie de la population qui a plus accès à certains soins que d'autres. Ceux qui ont de l'argent peuvent avoir des tests d'imagerie plus rapidement que d'autres. Il y a des frais qui sont chargés de plus en plus aux patients. Le nombre de fois que j'ai des patients qui sont sur l'aide sociale, qui ont 600$ par mois, à qui on a chargé 50$ pour leur remplir leur formulaire. Donc, on voit ça constamment, puis les étudiantes sont dans le même monde que moi, voient les mêmes personnes que moi, et apprennent ça. Ils voient que c'est pas mal de demander 20$ par-ci, 50$ par-là, de mettre ça dans sa poche. Mais est-ce que c'est seulement une question d'accès et d'argent, ou profondément des personnes qui sont pauvres, issues d'une minorité, des femmes, des Autochtones, peuvent être traitées injustement dans le système? Mais absolument. J'ai travaillé plusieurs années à l'hôpital Saint-Luc, où on reçoit la grande majorité des itinérantes de Montréal. Et oui, ils sont traités de façon différentielle. Je ne vous mentirai pas, là. Évidemment. Parce que ça demande un investissement si de temps supplémentaire de s'occuper de ça. Ça prend un investissement de temps, ça prend beaucoup d'empathie. Ça prend une forme d'humanisme profond
qui n'est pas nécessairement véhiculé par cette société-là. Marc, vous le soulignez d'ailleurs dans vos livres, ce genre de traitement différentiel que vous avez observé dans votre pratique. Encore une fois, on en revient au fait que finalement, en tant qu'individu, nous sommes limités par nos propres repères mentaux. Je prends un exemple tout simple, c'est moi j'ai travaillé pendant 25 ans, pendant 25 ans en santé des femmes, parce que j'ai commencé à faire des interruptions de grossesse, puis j'ai fait de la planification, j'ai fait toujours un peu les deux en même temps. Et ça me demandait un effort, je veux dire, j'ai appris à le faire, mais ça me demandait un effort de comprendre ce qu'une femme me disait quand elle me parlait de nausées pendant la grossesse, quand je comprenais le symptôme, mais comprendre ce que ça voulait dire pour elle, ou me parlait de sentiments conflictuels vis-à-vis du désir d'enfant, par exemple. Bien sûr, je peux intellectuellement comprendre, mais physiquement, culturellement, relationnellement. Bon. Donc ça demande deux choses. La première chose, et c'est la même chose quand plus la personne est différente de vous, mais déjà vous êtes un homme, c'est une femme, ou vous êtes blanc, elle est noire, ça peut être une différence de toute nature, ou vous êtes riche, elle est pauvre. Ça demande une sorte d'acceptation presque... je ne suis pas du tout religieux, je ne crois pas en Dieu, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la foi. C'est-à-dire que vous acceptez une fois pour toutes que la personne qui est en face de vous a la même valeur que vous. C'est un effort. Quand on a pris l'habitude de le faire, ça va, c'est plus très compliqué. Au bout de 25 ans, j'y arrivais très bien. Mais au début, c'était difficile. Et vous acceptez que la personne qui est en face de vous a autant de valeur que vous. Et vous dites, finalement, c'est la relation entre les deux qui est opérante. Ce n'est pas le médecin sur le patient, ce n'est pas le patient sur le médecin. C'est la relation entre les deux qui est opérante pour essayer d'obtenir quelque chose dont l'un des deux a plus besoin que l'autre, bien entendu. Mais enfin, un est en position vulnérable. C'est lui qui demande. Le médecin, il ne demande rien. Mais d'un autre côté, il y a des gratifications énormes. Moi, je disais toujours à mes étudiants, vous savez, vous n'êtes pas obligé de prescrire quelque chose. L'objectif que vous devez atteindre quand le patient sort de votre consultation ou de votre service, c'est qu'il aille mieux que quand il est rentré. Il ressent un certain soulagement. Il va mieux, c'est lui qui dit qu'il va mieux, c'est pas moi qui dis qu'il va mieux, c'est lui qui dit qu'il va mieux. Et c'est ça aussi qui est très important. Donc, ça demande un effort qui est un effort considérable. Par conséquent, dans toute situation où on se trouve en tant que médecin face à des gens qui sont radicalement différents de nous, ou même un peu, et encore une fois, ça peut être la culture, ça peut être la langue, ça peut être... Mais il y a des choses... L'âge. Ça peut être l'âge, exactement, ça peut être l'âge. Et ces préjugés, ils agissent dans les deux sens. Il n'y a pas que le médecin qui est responsable, le patient il est responsable aussi de la façon dont il regarde le médecin. Est-ce qu'il l'idéalise, ou bien est-ce que justement s'il a 80 ans et que c'est un jeune médecin de 25 ans, est-ce qu'il ne se dit pas oui, quand même c'est ce petit con qui va me soigner. Et c'est légitime de se poser la question. Enfin, mais ça pose des problèmes tellement compliqués qui, encore une fois, ne sont que très, très insuffisamment esquissés. Alors, moi, j'insiste beaucoup sur la dimension individuelle parce que les dimensions individuelles sont extrapolables au collectif et le collectif influe sur l'individuel. Et je suis content quand on est deux, qu'il y en a un qui parle plutôt du collectif, l'autre qui parle... Parce que les deux vont ensemble, en fait, il n'y a pas d'opposition. Mais c'est vrai que, comment dire, je sais, soigner, de toute façon, c'est difficile parce qu'on soigne l'autre et l'autre nous est de toute façon difficile à comprendre. On va finir par le comprendre si on fait un effort. Si lui communique, si moi je communique, si on se met d'accord, on va finir par accepter un certain nombre de choses, même si elles sont très très différentes de ce qu'on veut nous. Regardez des problèmes comme l'avortement ou l'euthanasie. Tous les gens qui sont contre l'avortement et tous les gens qui sont contre l'euthanasie ne sont pas forcément des mauvaises personnes. C'est des problèmes de valeur. Et il y a des problèmes. Et puis il y a des problèmes aussi de compréhension. Je terminerai là-dessus.
pendant très longtemps, et on a encore beaucoup de mal à se départir de ça, les médecins étaient des privilégiés qui étaient issus de classes extrêmement aisés, qui étaient les premiers médecins, c'était les médecins des rois et des seigneurs. Hein. C'est comme ça qu'on devenait médecin en France au Moyen-Âge. C'est le roi décidait qu'il avait un barbier ou un chirurgien personnel, et puis les seigneurs voulaient faire la même chose. Donc il y avait des sortes de lignées de médecins. Il y a donc une histoire de la hiérarchie médicale qui est quelque chose de très ancien, et qui s'accompagne de l'idée que quand on est médecin, on a un poids moral et des valeurs supérieures à celles des autres, supérieures à celles des non-médecins. Et ça, tous les étudiants en médecine qui commencent ont ce sentiment-là. Ils ont le sentiment que parce qu'ils ont un savoir particulier, parce qu'ils sont en train de devenir médecins, leur jugement moral vaut mieux que celui des gens dont ils s'occupent. Des fois, ils disent non, c'est pas vrai, je ne crois pas ça, mais intellectuellement, intuitivement, émotionnellement, c'est comme ça qu'ils se comportent. Parce que c'est très difficile de ne pas se comporter comme ça. Et alors, après, ça entraîne tout un tas... Quand M. Barrett... Je voudrais juste raconter cette anecdote. Quand en 2009, je suis arrivé, j'ai été... vous vous souvenez de la grippe H1N1 en 2009 Un peu. Et puis je suis allé peut-être du pluriel à l'entrée. Je suis allé discuter avec le directeur de la santé, à Tout le monde en parle, en disant c'est une folie absolue de vouloir vacciner tout le monde. La grippe H1N1, c'est pas la peste bubonique qui va tuer tout le monde, c'est pas vrai. Regardez, dans l'hémisphère sud, il n'y a pas de mort. Monsieur Barrett a dit le docteur Zafran sera responsable de tous les morts qui auront lieu au Québec parce qu'ils ne se seront pas fait vacciner. Mais ça, c'est un jugement de valeur. C'est un jugement de valeur qui est absolument étranger au fait de vouloir transmettre une information intelligible et utile à la population. Et ça, il peut se permettre de le dire parce qu'il pense qu'il a profondément raison, moralement. Il ne s'interroge pas sur la portée morale de ça. Ça, c'est un discours de médecin. N'importe quel ministre n'aurait pas dit ça. Il l'a dit parce qu'il était médecin. Il n'était pas ministre à l'époque, hein. C'était le patron des spécialistes. Mais il l'a dit parce qu'il était médecin. Et ça, c'est très caractéristique. Je rajouterais sur la question du rapport inégalitaire avec certains patients, comme vous disiez, bon. Et encore une fois, au-delà de la question, je reviens, au-delà de la question de l'individu qui porte ses propres valeurs avec un autre individu qui a ses propres valeurs, je reviens toujours au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que on vit dans un monde où il y a des relations de pouvoir, où il y a des relations de classe, où les valeurs qui sont mises de l'avant sont des valeurs où l'argent, le pouvoir sont valorisés, l'individualisme, la performance, etc. Donc, évidemment, quand on a, par exemple, une personne itinérante ou une personne pauvre devant nous, elle ne répond pas à ces critères-là. Donc, on a appris par cette société-là, par ce monde-là, le mépris de ces gens-là. Donc, ou à les considérer inutiles, d'apporter un jugement de valeur sur leur utilité dans la société. Absolument, et particulièrement chez les médecins qui se sentent particulièrement utiles. Ils sauvent des vies, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc oui, mais ce mépris-là, il est porté par l'ensemble de la société. Il n'est pas porté juste par les médecins. C'est pas juste un individu qui se pense meilleur. C'est une société... C'est renforcé par la société. C'est renforcé par la société. Évidemment, il y a la personne à travers ça qui porte ses propres valeurs, ses propres... mais ça, c'est porté. D'où le fait qu'on apprend en médecine, et ça, je le critique beaucoup, on apprend à traiter des individus et non pas des personnes dans des situations qui... Sauf peut-être en santé publique. Mais la santé publique est dévalorisée par rapport à d'autres pratiques. Sauf peut-être en santé publique, et encore là, mais par exemple, il y en a 1000 exemples. Je vois par exemple une patiente préposée aux bénéficiaires, au travail social, qui est en burn-out parce que dans le système de santé, il y a eu multiples restructurations. On impose des méthodes de gestion inhumaines comme la méthode Lean. Et si
je ne la traite que comme un individu qui n'a pas su s'adapter, un individu qui n'a pas su voir le bon côté des choses, je médicalise quelque chose qui appartient au social, qui appartient au politique, à l'économique ou à l'environnement. Si on travaille dans des quartiers plus défavorisés, il y a plus d'asthme. On le sait, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, c'est pas nouveau, on sait ça depuis des années, sauf qu'on continue à nous apprendre à traiter les gens de façon strictement individuelle. Donc, vous faites de l'asthme, on va vous prescrire des pompes, vous êtes en burn-out, on va vous prescrire un anxiolytique, un somnifère, et on n'agit pas comme dans cette rencontre avec le patient, comme personne qui peut promouvoir un devenir plus émancipateur en disant, mais écoutez, déjà de retrouver le commun dans la situation des gens, de leur dire, mais vous n'êtes pas seul à vivre ça, il y en a plein d'autres, mettez-vous ensemble, ou il y a différentes façons de faire, là, évidemment, dans une recherche qui se fait à deux, mais ça, c'est extrêmement important, parce que sinon, on continue à perpétuer la société dans laquelle on vit. Comment on pourrait agir à la base? Est-ce que ce serait sur la formation médicale, sur un certain service public obligatoire au début de la médecine, en choisissant les médecins différemment, en restructurant le système de santé autour d'autres choses que la hiérarchie du médecin, autour de l'infirmière, de la sage-femme ou de d'autres professionnels? Quelles pistes on pourrait prendre pour aller un peu, sans les défaire complètement parce que le système dans lequel on vit est intrinsèquement lié à la pratique de la médecine, mais au moins peut-être défaire quelques maillons ou rendre ça un peu plus humain au final? Encore une fois, il n'y a pas de réponse simple à ça, mais c'est sûr que, par exemple, de défendre un système public de santé, ça me paraît primordial et essentiel. Ce serait l'étape numéro 1. Parce qu'en ayant un système public de santé et en formant des médecins à travers ça, là on parle des médecins, mais que ce soit les médecins, les infirmières, l'ensemble des professionnels de la santé, nécessairement, ça inculque les valeurs du service public. Parce qu'on est habitué à offrir des soins à tout le monde, des soins de qualité à tout le monde, sans distinction aucune. Vous avez l'air en accord, Marc, comme quoi le système privé ou le privé en santé, finalement, perpétue encore davantage les inégalités. Il y a une contradiction énorme, c'est que quand même, les médecins sont formés par des institutions qui sont en grande partie publiques. Je veux dire, même si vous allez dans une université que vous payez, en tout cas au Québec ou au Canada, vous allez dans des universités qui travaillent avec des hôpitaux publics et vous apprenez votre métier dans des hôpitaux publics. Et votre formation est très largement subventionnée par ailleurs. Et votre formation est largement subventionnée par le système public. Il est anormal que vous puissiez, une fois que vous avez fini votre formation, donc vous avez bénéficié de cette formation sur le dos, vous avez profité de cette formation grâce au service public et donc aux patients qui sont allés se faire soigner dans le service public, que vous puissiez dire, moi, dorénavant, je vais aller bosser dans une clinique privée et je ne soignerai que des gens riches. D'ailleurs, on l'a vu cette année, des étudiants, donc des gens fraîchement diplômés qui ont choisi le privé. Ça existe, il y en a peu, mais il y en a. Voilà. Alors, ici, c'est encore peu nombreux parce que le système est, à mon avis, bien mieux développé qu'en France, mais en France, c'est monnaie courante. On termine d'étudier, on va au privé. Mais oui, parce que par exemple, les médecins de famille sont des médecins indépendants qui agissent comme des acteurs privés, par exemple. Il y a pas de... La médecine de famille n'est pas structurée comme au Québec, c'est pas une médecine beaucoup plus, communautaire, c'est pas une médecine dans laquelle les médecins vont à l'hôpital aussi bien qu'en étant à l'extérieur. C'est une médecine qui devient privée très vite. Mais c'est un paradoxe extraordinaire, parce que ça veut dire que du coup, par exemple, si je veux m'installer à Paris dans le 16e arrondissement, là où il n'y a que des gens riches, je peux. Et ça pose aucun problème à personne, et on va rien me dire. Alors qu'au Québec, on ne peut pas s'installer où on veut. Je veux dire, on va vous demander, si moi j'avais fait les démarches pour devenir médecin de famille, on m'aurait probablement à un moment donné imposé d'aller travailler dans tel ou tel milieu où on a besoin de médecins, mais on ne m'aurait pas laissé m'installer à travailler n'importe où. Et je trouve ça normal. Mais encore une fois,
dans une structure sociale dans laquelle les médecins sont des privilégiés, considérés comme des privilégiés par tout le monde, traités comme des privilégiés par tout le monde, ils en viennent à penser que c'est normal qu'ils soient des privilégiés et qu'ils soignent de manière privilégiée des gens qui sont privilégiés. Les deux se joignent, si vous voulez. Alors, une seule solution, la révolution. Bon. Et maintenant, j'ai un peu infléchi mon... Oui, une seule solution à la révolution, mais les révolutions... On peut faire des révolutions minuscules. Enfin, on n'est pas obligé de révolutionner tout. On peut faire des choses ponctuelles. Se battre pour le service public, ça, c'est très important. On peut faire des grandes révolutions comme ça. Mais on pourrait aussi imaginer de penser, et par exemple au Québec et plus largement au Canada, où les facultés de médecine sont indépendantes les unes des autres. Ce n'est pas le cas en France où elles ont absolument tout le même programme. C'est le gouvernement. Oui, c'est normalisé, le gouvernement décide, etc. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais ici, où je crois que par exemple en Ontario, dans le nord de l'Ontario, il y a une faculté de médecine qui forme une majorité de médecins de famille. Alors, je ne sais plus exactement où c'est, mais il y a des... On peut, au niveau local, ici, à l'Université de Montréal, on a introduit depuis quelques années quelque chose qui s'appelle le programme patient partenaire, où il y a des patients qui interviennent de plus en plus dans la formation des étudiants. C'est une révolution. C'est des petites révolutions. Ça demande du temps. Ça ne change pas comme ça. Mais je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce qu'on ne va pas changer le système du jour au lendemain, mais on peut introduire des nouvelles manières, en luttant contre les choses qu'on essaye de nous imposer, d'un côté, et puis de l'autre main, introduire des choses qui sont des choses nouvelles et qui vont faire des petits... je prendrai un autre exemple qui est tout simple. Quand moi j'ai commencé à faire mes études de médecine au début des années 70, c'était impossible pour un étudiant en médecine ou pour un médecin de s'adresser au grand public pour lui dire voilà ce que je vis dans mes études, voilà ce que j'ai publié, enfin Libération a publié dans les années 70 une lettre dans laquelle j'expliquais les conditions d'études à la faculté de médecine de Tours, et c'était une révolution parce que ça n'avait jamais été fait. Il n'y avait jamais d'étudiants en médecine qui avaient publié... Alors j'avais la page... De sortir du rang était donc mal vu. Sortir du rang en disant ce qu'on nous fait n'est pas normal, ce qu'on nous fait est contraire à ce que nous sommes censés faire. La compétition, le sexisme, bon. C'était pas possible, sauf de manière extrêmement ponctuelle, et puis une fois que c'était publié, c'était oublié, quoi. Bon. Aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui s'expriment sur des blogs, qui échangent des informations. Les femmes qui veulent échanger des informations sur la santé des femmes et qui ne veulent pas passer par les médecins, elles peuvent le faire. Donc il y a des révolutions qui se font petit à petit, mais qui ne vont donner des effets probablement qu'au long cours. Alors, pour une vie individuelle, des fois c'est un peu frustrant parce qu'on se dit que ça ne change pas très vite. Moi, je suis assez optimiste, en fait. Justement, Marie-Claude, d'être un médecin militant d'une certaine manière, vous avez été présidente de Médecins québécois pour un régime public, vous prenez la parole, d'autres de vos collègues le font. On n'a pas l'impression que vous êtes une majorité. Mais comment ça se vit en tant que médecin dans vos corporations, dans vos relations de travail, d'être ce genre de médecin-là? Honnêtement, je ne sais pas exactement quoi répondre à cette question-là. Ceci dit, je pense que si, comme médecin qui désire soigner l'ensemble de la population de façon juste et égalitaire, oui, ça demande de prendre des positions publiques et puis de dire... parce qu'il faut avoir un certain courage. Peut-être que oui, peut-être qu'il faut avoir un certain courage, peut-être que oui, peut-être que non, mais nous sommes, comme médecins, des témoins privilégiés de la souffrance provoquée très souvent par la société dans laquelle on vit. Nous sommes des témoins privilégiés de toutes les conditions dans lesquelles les gens vivent. Qu'on parle de pauvreté, actuellement on parle de logement insalubre, mais ça on le voit.
des patients qui tombent en troubles anxieux parce que il y a des punaises, il y a des moisissures ou qui ont toutes sortes de problèmes respiratoires et qui ne peuvent juste pas s'en sortir parce que c'est impossible, parce que les prix des logements augmentent sans arrêt, etc. Donc ça, on le voit au quotidien. Là. Il n'y a pas un médecin qui ne voit pas ça, peu importe sa spécialité. Donc, de nier ça, puis de faire comme si ça n'existait pas, à mon avis, il y a un problème là. À partir du moment où on voit ça, ben, on peut l'accepter puis retourner tranquillement chez soi en se disant comme vous disiez eh bien, tout à l'heure, moi, je suis privilégiée. Il y en a certains qui peuvent dire j'accepte de participer à un système injuste. Ou je participe. Il y en a qui probablement consciemment, plus ou moins consciemment, c'est différentes personnes qui vont accepter cet état de fait. Maintenant, à partir du moment où on ne l'accepte pas, bien, on comprend qu'il faut contribuer à changer le monde dans lequel on vit. Absolument, ça c'est sûr. Donc, comment? Il y a 1000 façons de le faire, mais déjà, oui, en favorisant un système public accessible pour tout le monde, pour tous et toutes, ça m'apparaît un pas minimal. Après, évidemment, dans chacune de nos relations, d'avoir des relations les plus égalitaires, d'avoir des relations de respect, d'engagement, de loyauté, etc. Ça aussi, c'est extrêmement important. Puis comme je le disais tantôt, je le répète, mais de ne pas aller dans le sens de la médicalisation de la vie et de la normalisation de la vie, mais aller dans le sens de l'émancipation. Et ça m'apparaît important. Puis, et aussi dans notre rapport avec les autres professionnels, parce qu'évidemment, là, on a parlé du médecin avec son patient, mais il y a le médecin avec les autres professionnels qui est dans des relations hiérarchiques. Donc, d'éliminer toute forme de hiérarchie arbitraire, ça, c'est essentiel aussi. Après ça, évidemment, on n'a pas un pouvoir immense. On est une personne comme les autres dans ce monde-là. Mais il y a le paradoxe dont je parlais au début. Ça rejoint tout à fait ce que vous dites. C'est il faut accepter de faire partie d'un système qui est un système injuste et dire bah j'ai pas de problème avec ça. Mais quand on l'accepte pas, je pense qu'on n'a pas le choix que d'ouvrir sa gueule, enfin je veux dire, et de dire le système est injuste et moi j'assiste tous les jours. Parce que c'est ça aussi qui est très problématique de la part d'un certain nombre de professionnels de santé et surtout de ceux qui sont hiérarchiquement le mieux pas placés, c'est qu'ils disent en privé ouais je suis pas d'accord avec les injustices, mais ils ne le disent pas en public. Et ça c'est moralement très problématique. Parce que, à tel point, j'en viens moi personnellement à dire, à tel point que je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui, quelles que soient ses compétences techniques affichées, choisit sciemment de se taire sur les injustices auxquelles il assiste. Ou encore, pour vous... Par exemple, très souvent sur les réseaux sociaux, je vois des débats du style « Oui, j'ai vu un médecin, c'est un grand spécialiste, il est très compétent, mais alors relationnellement, il vaut 0. » Et moi je réponds « Si relationnellement il vaut 0, il n'est pas compétent. » Parce que on ne peut pas prétendre être un professionnel de santé soigné sans avoir de compétences relationnelles. Et vous avez souligné quelque chose qui va tout à fait dans le sens de ce que je pense, c'est que non seulement il faut se mettre à égalité avec la personne qui est en face de nous, mais en plus, il faut essayer de comprendre le monde dans lequel elle vit, qui n'est pas le même que le nôtre. Donc, ces conditions de logement, voilà, de travail. Est-ce qu'elle vit dans un sous-sol insalubre, etc. Est-ce qu'il y a 6 gamins qui tournent autour et puis qui sont même mal à l'aise? Il faut que je me mette dans la position de comprendre, au sens premier du terme, prendre avec soi la personne qui est en face. Et je ne peux pas ne pas être choqué par l'injustice. Et si je suis choqué par l'injustice, bah, il faut au moins que je le dise. Je peux peut-être pas changer le monde, mais au moins je peux le dire. Et donc au moins je peux dire, par exemple, ce médecin, et ça j'ai eu la situation des douzaines de fois, ce médecin qui vous a dit non madame, je ne vous prescris pas de contraception parce que, quel que soit le motif, vous êtes trop vieille, vous êtes trop jeune, vous êtes ceci, vous êtes cela, hein, et cette femme s'est retrouvée enceinte et a été obligée de recourir à une interruption de grossesse,
je me dois de dire, monsieur, vous êtes un salopard. Vous êtes un salopard incompétent, qui plus est. C'est très difficile parce que... C'est les collègues. Hein? C'est difficile parce que c'est les collègues. C'est difficile parce qu'il y a effectivement une sorte d'esprit de caste qui arrive de manière insensible. Hein. Les étudiants, et puis je veux dire, l'esprit de caste, il n'est pas spécial aux médecins, il existe entre les avocats, il existe entre toutes les professions, il existe entre les policiers. Je vous l'apprends pas. Bon, donc toutes les professions qui sont des professions de tension, et à la fois des professions relationnelles et des professions qui sont un peu en dehors des autres professions, il y a des effets de, comment dirais-je, de cohésion et de collusion qui font que c'est très difficile effectivement de s'élever et de dire non, c'est là, vous avez fait quelque chose qui est inacceptable et je ne peux pas faire comme si ça n'avait pas d'importance parce que vous êtes mon confrère et j'attends que vous me renvoyiez l'ascenseur la prochaine fois. C'est compliqué et socialement, et c'est pareil, c'est aussi de l'ordre comment dire, des tensions entre les classes sociales. On a tendance à rester solidaire de sa classe. Donc, si je résume vos propos, on pourrait les résumer tout ça assez simplement à dire le système de santé est injuste, tout comme la société, mais il faut se lever pour le dénoncer. Et le changer. Au moins, oui. Et participer à le changer. Bien sûr.